Vous êtes toujours à l'écoute du Triple 6, 99.1. L'émission c'est Split Screen jusqu'à 22h. Oui, vas-y, je t'ouvre le micro. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, aux dernières nouvelles, c'est encore split screen. Hein. Oui. Non, mais je rappelle que nous sommes obligés de citer au moins 4 fois par heure le fait que nous sommes sur la radio 666. 666. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc maintenant on va enchaîner avec un film beaucoup plus grand spectacle puisqu'il s'agit plus fun. Un film le machin avec les griffes là. Funky. Le machin avec les griffes. Plus funky même presque. Un film diaboliquement fun vu qu'on est sur 666. Oui, mais il aurait pu être mais non, il est pas là. Diaboliquement fun. Non, Diablo, il est pas là dans ce film. Ah non, il est dans le 2. C'est un de mes préférés pourtant. Ah bah ouais, mais Diablo c'est qui? C'est celui qui était celui qui ressemble à un diable. Ouais, voilà, qui se téléporte. Elle va pas savoir. Non, c'est non, Alan Cummings. Ah bah non. Pourtant, qui est un bon acteur de film indé américain. Je connais sa tête peut-être. Ouais, c'est un bon acteur. Et d'ailleurs, il s'est un peu retrouvé un peu bizarrement dans ce grosse production. Et je crois qu'il a dit qu'il ferait plus jamais. Entre autres à cause du maquillage, mais les conditions aussi de tournage. C'est vrai qu'il avait un personnage. Kurt. Alors. Je sais plus. Kurt Wagner. Ouais, Kurt Wagner. Ouais. Alors, le pitch. Tu veux faire le pitch? Je fais le pitch. Tu fais le pitch. D'accord. En gros, ça se passe après. Un futur proche. Un futur proche, ouais. C'est marqué dans le titre. En gros, ça se passe. Enfin, si on reprend toute la saga de X-Men en film, ça se passe après l'affrontement final. Oui. Voilà. Celui-là il faut pas voir. C'est le 3 de Brett Ratner. Ouais, voilà. Bon, bref. Et ça se passe après le 3, donc dans un futur proche. Qui se termine par la mort du professeur Zed. C'est dans celui-là, non? Oui. Et entre autres. Oh bah mince, je pourrais pas. Florent voulait me passer tous les films. Elle voulait faire la trilogie. Je sais qui est mort maintenant, c'est pas cool. Voilà. Bon, un autre personnage qui meurt. Pas les regarder. Donc, en fait, en gros, ils sont un petit peu dans la merde, les mutants, parce que il y a des sentinelles, des espèces de robots qui en fait détruisent tous les mutants. Et donc, pour pouvoir les sauver, en gros, il y a comment elle s'appelle Kitty Pryde. Kitty Pryde, ouais, le personnage. Par Ellen Page. Par Ellen Page, voilà, la jolie Ellen Page. Et donc qui aide-moi là. Alors, je rôle. Ça allait plein partout, machin, Magneto. Ah non, mais c'est pas lui. Non, mais il décide en fait de renvoyer un personnage dans le temps pour prévenir l'arrivée en fait de ces robots tueurs exterminateurs de mutants, parce qu'en fait c'est l'humanité qui a décidé d'exterminer les mutants car les considérant comme un danger. Donc il décide de revenir à l'origine de la création des mutants pour tuer les créateurs. C'est un peu là le fameux je vais tuer le père d'eux et comme ça. Et ils vont les tuer en fait le créateur, mais pour mener à bien cette mission, ils envoient en fait Wolverine. Donc Hugh Jackman dans le passé et à l'époque. C'est Stark le créateur des Sentinelles. Non, là c'est Bolivar, c'est comment il s'appelle Tark. Oui, voilà. Trask. Bolivar Trask. Qui est un peu le contemporain de Stark en tout cas dans le je comics. pensais à Trask justement. Et qui donc dans les années 70 il renvoie en fait Wolverine pour prendre contact avec le jeune Xavier et le jeune Magneto, en tout cas le jeune professeur X et le jeune Magneto, pour justement mener à bien cette mission qui va consister à empêcher l'émergence de ces sentinelles, donc de ces héros qui sont censés tuer. Il va avoir quelques petits soucis sur la route. Quelques aventures. Voilà, quelques aventures. Et il y a quand même un personnage qui pour moi est la plus importante en jeu, c'est que c'est Mystique, Raven, qui va prendre en fait un rôle prépondérant sur l'avenir, pas de l'humanité, mais des mutants. Quoique l'humanité est un peu impliquée aussi dans le futur. Ouais. Alors que dire sur ce film? Je te laisse commencer, ouvrir le bal, vas-y. Ouais, écoute, moi quand même j'aime beaucoup la saga des X-Men, enfin surtout X-Men le commencement, qui avait été réalisé par Matthew Vaughn, et donc il revenait sur justement la jeunesse de Magneto et du professeur Xavier. Et sur fond de guerre froide, et je l'avais trouvé vraiment très très bien celui-là, et vraiment le mieux de la saga, et pourtant assez casse-gueule, parce que souvent la jeunesse souvent ça c'est casse-gueule, et surtout quand on avait vu après le spin-off de Wolverine, on avait un peu peur. Mais bon, c'est Matthew Vaughn qui était aux manettes, il a plutôt bien géré son film, et donc là j'attendais beaucoup, évidemment, le début du film est pour moi assez catastrophique et m'a fait beaucoup peur. Très beaucoup peur d'ailleurs, parce que ça part un peu dans tous les sens, c'est pas forcément super bien réalisé, c'est plein d'effets spéciaux à tout va, c'est une grosse scène d'action, ça arrête pas, on sait pas trop ce qu'on fout là, on n'a pas le temps de se poser,
Et après, le film commence à se réveiller à partir du moment où Wolverine est enfin renvoyé dans les années 70. Et là, le film, à partir du moment où il reste dans les années 70, le film prend une autre dimension, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus posée. Et alors, j'ai entendu par-ci par-là qu'effectivement, c'était un film surtout sur Wolverine. Moi, j'ai pas nécessairement trouvé. Je trouvais que c'était quand même plutôt un film sur Mystique Raven, incarné par Jennifer Lawrence, énormément. Et voilà. Après, le film tient bien la route. Il y a toujours les thématiques de l'autre, tout ça qu'on peut retrouver dans tous les X-Men, le racisme, tout ça. Sauf qu'en fait, je trouve le film manque d'une ampleur qu'avait justement le commencement, l'ampleur politique et géopolitique qui manque énormément dans ce film-là. Et en fait, voilà, ça reste à mes yeux un bon blockbuster qui a beaucoup de défauts quand même. Peut-être qu'on va y revenir dessus, peut-être tu as sûrement vu, mais qui tient plutôt bien la route. Mais une fin, on peut pas vraiment dire la fin. Parce que je pense que voilà, mais la fin est super décevante en fait. Je trouve que voilà, c'est hyper décevant parce que ça renvoie à plein de trucs et on se dit ah merde, ouais d'accord, ok, c'est très américain en fait. La fin est très américaine et c'est dommage. Et voilà, mais après il y a des moments vraiment qui sont vraiment chouettes quoi. Bon après on sent un peu beaucoup d'effets spéciaux à des moments qu'ils auraient très bien pu éviter, genre la levée du stade, mais voilà, bon ça tient la route, mais je trouve qu'il y a quand même pas l'ampleur de X-Men le commencement. Après tout le monde a fait son rôle, fait son jeu, il y a pas vraiment de laisser pour compte dans le film. Au niveau des personnages principaux, je parle pas au niveau d'autres personnages secondaires, mais qui sont un peu là pour faire valoir, mais au niveau des principaux, il y en a pas, j'ai pas trouvé en tout cas qu'il y en avait qui étaient laissés un peu à côté. Voilà. Écoute, moi je trouvais ça bien, mais mieux que le 3, mais bon, voilà, c'était pas forcément difficile à faire, mais voilà, pour moi ça reste quand même X-Men le commencement, et celui-là, bon, tient la route. J'avais un peu peur du faire valoir scénaristique, qu'on disait avant qu'on aille le voir. Je sais que tu disais ça, le faire valoir scénaristique, il revient dans le passé, gna. Au final, je trouve pas que ça soit un faire-valoir. Le scénario à peu près tient bien la route. Bon après, si on va creuser un petit peu, on sent qu'il y a des petits trucs qui collent pas trop. Mais voilà, vas-y, à toi. Bon, il faut quand même savoir qu'à la base, il y a quand même une matière qui est existante, puisque tu avais l'air de connaître, parce qu'en fait, à la base, c'est l'adaptation en fait d'un scénario qui était déjà existant en fait dans des comics. Donc il y a bien en fait un scénario de comics qui est sorti dans les années 90, je crois. Je sais plus exactement. Il faudrait demander à l'équipe d'Aleph exactement pour la période. Et il y a bien en fait une époque où une saga, en tout cas une histoire où justement un personnage des X-Men revient dans le passé justement pour empêcher la venue en fait des Sentinelles. Dans le comics, c'est en fait Kitty Pryde, le personnage interprété par Ellen Page, qui remonte dans le passé. Là, il y a eu un choix qui a été fait, qui peut plus ou moins se comprendre puisque les gens connaissent plus le personnage Hugh Jackman, et puis c'est plus vendeur de mettre Hugh Jackman en personnage principal et liant que Ellen Page, en tout cas le personnage de Kitty Pryde qui en fait dans les films est quand même assez effacé. Donc voilà, donc après l'élément scénaristique qu'ils utilisent pour justifier que ce soit Wolverine qui voyage dans le passé, dans le temps, pourquoi pas. Bon, je trouve que c'est un peu maladroit parce que bon, encore une fois, ils parle parce que voilà, Wolverine est censé guérir, mais bon là il s'agit en fait de la projection de son esprit dans le passé. Bon bref, c'est un petit détail. Alors moi ce qui m'embête un petit peu, parce que bon il y a cette temporalité, puisqu'il y a à la fois ce double temporalité, puisqu'il y a les actions qui se passent en fait dans le futur, hein, puisque la menace, pendant qu'ils renvoient Wolverine, ils se font attaquer par les fameux robots, et donc ils espèrent que en sorte de temps réel, Wolverine, bon même si voilà l'échelle du temps n'est pas forcément la même, mais qu'en temps réel, Wolverine va pouvoir changer les événements du passé pour eux pouvoir s'extirper en fait des ennuis et des attaques qu'ils sont en train de subir. Alors moi les scènes du futur, alors moi je craignais le pire. Je craignais le pire avec Omar Sy. Heureusement, il sauve les meubles. Il sauve les meubles parce qu'il a pas tant de dialogue que ça, et au final. Non, mais même t'as des acteurs qui ne serait-ce que par leur présence, quelquefois cassent un peu un personnage ou une séquence. En fait, là, il est dedans, il a pas beaucoup de dialogue, mais il est dedans. Bon, voilà. Bon,
moi, c'est surtout en fait le reste. Ça sert strictement à rien. Moi, le seul intérêt que je vois en fait dans ces séquences, c'est enfin, bon, je peux le dire, c'est parce que c'est pas non plus un bouleversement ou une révélation, c'est le rapprochement enfin de Xavier et puis de Magneto, hein, entre guillemets presque vers la fin quand ils sont sur le point de mourir. Donc c'est vraiment entre guillemets pour ceux qui suivent la saga, c'est un peu intéressant de voir ces deux personnages qui sont des personnages antagonistes qui finissent par se rapprocher au moment de mourir. Donc ça c'est pas mal. Et puis le personnage, et là c'est que je trouve un peu dommage, le personnage de Kitty Pryde et d'Ellen Page, et je trouve vraiment, j'ai presque le seul acteur, la seule actrice qui sort son épingle du jeu de cette petite séquence, en fait, ces éléments scénaristiques futuristes, et je trouve un peu dommage qu'elle soit un peu relayée comme ça. Ah ben elle est relayée en tant que relayeur. Bah ouais, c'est vraiment dommage parce que les relais entre le passé. Moi je trouve que c'est un peu elle qui tient un peu le truc. Donc voilà. Quant à ces bouleversements, en tout cas ces éléments oui, je suis totalement d'accord avec le commencement First Class, puisque la force de ce premier du X-Men First Class, le commencement, c'était justement qu'ils avaient réussi, Matthew Vaughn avait réussi à intégrer vraiment le scénario et l'histoire, l'évolution en fait des personnages dans l'époque de la guerre froide et comment ça s'appelle, de la crise de Cuba. Et ça c'était vraiment une super réussite. Bon, il y avait des défauts, il y avait des personnages, voilà, mais ça fonctionnait super bien. Là, je trouve que la projection des années 70, le cadre années 70, c'est du décorum, c'est prétexte A. Voilà, ça aurait pu être les années 80, 90, on s'en fiche totalement. Donc ça c'est un peu dommage. Les personnages aussi sont un peu moins bien traités. Je reviendrai juste au début du film. C'est vrai que la saga X-Men est souvent marquée justement par des scènes d'ouverture qui sont marquantes. On se souvient de la scène du premier X-Men de Bryan Singer, justement avec le camp c'est Auschwitz. Oui, le camp d'Auschwitz. Le champ de concentration avec une très impressionnante scène d'ouverture avec Magneto. Le 2, c'est plus spectaculaire avec Diablo, etc. On reprend dans X-Men First Class avec plus développé, voilà. Et là, on se retrouve avec une sorte de redite, puisque on est dans le futur et en fait, on veut recycler, Bryan Singer veut recycler l'idée du camp de concentration, mais dans le futur, où on retrouve les mutants et les humains qui sont, voilà, dans des camps, en fait, de concentration gardés par ces fameux robots. Bah moi c'est juste que ça fait à la fois ça marche pas, ça fait un peu à la fois déjà redite de ce qui avait déjà été fait, puis moi j'ai l'impression de revoir des séquences de Terminator Renaissance qui avait fait exactement en fait la même chose. Donc voilà, donc scène d'ouverture déjà il passe totalement à côté. Ensuite ouais, c'est dans le passé, on est content de voir Fassbender et puis McAvoy, qui est vraiment deux acteurs qui sont vraiment très bons et qui eux tiennent bien le film. Hugh Jackman, bon il fait là, il est présent, bon on va dire un peu le fil conducteur, puis c'est un peu le personnage un peu, comment dire, pas faire valoir, mais un peu clownesque, on peut être un peu un un personnage qui apporte un petit peu aussi parfois des éléments un peu comiques avec le fauve. Mais bon, c'est surtout James McAvoy et Fassbender qui sont deux bons acteurs qui tiennent en fait avec Jennifer, en tout cas le personnage de Mystique, mais je dirais quand même que c'est deux personnages masculins qui tiennent plus le film. Moi, ce qui me pose entre guillemets un peu problème, c'est voilà, on sent très bien que, comme on l'a dit, X-Men, l'affrontement final, donc le troisième qui a, on va dire, tué la franchise, puisqu'ils ont tué plein de personnages. Ils ont voulu faire une sorte de reboot qui ne se l'avoue pas. Non, si, il a clairement avoué à un moment donné, Bryan Singer, il a fait de toute façon mon film, le prochain ou quoi que ce soit, le 3 il va le squeezer. Oui, il va être obligé de toute façon. Donc ils sont très malins au niveau scénario pour squeezer le 3 quand même. Donc c'est à la fois c'est malin sur la base de dire bon, on va faire un retour dans le passé comme ça. C'est très décevant. Mais bon, c'est un peu décevant et c'est vraiment prétexte et on sent vraiment que tout a été fait pour dire et puis tout a été fait pour dire aux spectateurs. Bon bah voilà, on arrive à la fin du film et donc vous voyez maintenant tous les événements qui sont passés dans le 3 avec tous les personnages qui meurent. Oui. Ça n'existe plus. Ah mais non, je ne révèle rien, Donc moi ça me c'est dommage. De quoi? Non, t'as à moitié dit quand même. Bah de quoi on sait très bien que quand il s'agit d'un reboot, on va refonder les trucs. Tu vas le dire à la fin. Non, je ne révèle rien, Mais voilà, donc moi je trouve ça un petit peu dommage, mais reste quand même que pour un
popcorn movie, un blockbuster américain dans le domaine du super-héros, avec les films qu'on a vus juste avant, avec Wolverine, Origin et le X-Men 3, ça reste quand même au-dessus du panier. Bon, je regrette quand même que ça soit en dessous, parce qu'il y avait matière. Et Bryan Singer, autant le petit gars, il avait impressionné sur ses premiers films avec Le Fils prodigue, je crois. Il y avait Up to Paul. Comment? Up to Paul, le film Oui. avec... Oui, il y avait déjà Ian McKellen dedans, Très bien. qui était vraiment très bien. Et sur la réalisation, sur le premier X-Men, mais alors là, je trouve que la réalisation est totalement plate. Et puis il y a Usual. Oui, je sais suspecte, quand même. oui, forcément. Mais là, la réalisation est totalement plate. Aucun intérêt. Il sait pas filmer les scènes d'action. Moi, c'est un réalisateur qui sait filmer les interactions, on va dire, humaines sociales entre les. Ça, il sait bien faire. Mais sur les scènes d'action, je trouve que il s'était mieux débrouillé sur les précédents films. Et là, je dois dire qu'à la limite, il aurait mieux fait de laisser la main en fait à Matthew Vaughn, qui fait partie de l'histoire et des producteurs. Là. Oui, qui est producteur, mais qui avait vraiment plus une réalisation qui était plus juste. En tout cas dans la maîtrise, et donc voilà, donc si moi je vais quand même le conseiller, mais bon, c'est quand même une petite déception parce que je m'attendais avec la matière qui existait, avec le casting. Alors oui, alors ça fait rire parce que bon, ils ont quand même repris tous les acteurs de la saga. Alors ils font tous plus ou moins certains des apparitions. Je parle même pas d'Anna Paquin parce que c'est à mourir de rire en fait son apparition. C'est coucou, elle est là entre la porte, là on vient juste de la voir passer, donc là c'est un peu ridicule. Donc voilà, Halle Berry, elle fait service minimum. Donc il y a plein d'acteurs comme ça qui sont un peu anecdotiques au niveau de leur passage. Ouais, mais attends, petite apparition, gros cachet. Ah oui, par contre oui, là des gros cachets qu'ils ont pu avoir. Et Dark Vador, il est où alors? Je comprends rien. Alors Dark Vador, justement, il est dans le futur et il arrive à la fin. Je ne comprends plus. Non, mais après, oui, je le conseillerais. C'est le bon blockbuster de. Par contre, dis-donc, c'est lui qui avait fait Superman, là. Oui, c'est Superman Returns. Si. Non, mais c'est pour ça qu'il s'est vraiment perdu à l'époque de Superman. J'ai préféré celui de Snyder. Oui. Il y a pas Omar Sy qui devait jouer dans X-Men à un moment. Mais si, on en a jamais parlé tout à l'heure. Au début du film. Ah, c'est celui-là alors, d'accord. Ouais. Moi alors, j'ai pas capté le nom de ce C'est ma personnage. déception. On revoit pas Rose Byrne. Oui. Voilà, moi c'est ma déception. Dans quel rôle? Dans X-Men le commencement, elle a le rôle de l'agent du FBI. Et, qui est un personnage important qui reviendra. Un personnage hyper important et qu'on revoit pas dans celui-là. Parce que moi j'aime beaucoup Rose Byrne. Non, moi je regrette Alan Cummings parce que c'est vrai que Diablo avait sa place en plus et c'est un bon acteur, mais bon, encore une fois, je pense qu'il est pas fait pour les gros blockbusters. Voilà, donc voilà, c'est le bon blockbuster du moment, on va dire. À voir. Je ferai avant d'écouter et donc on conseille toutes les grosses crèmeries. Et malheureusement, je pense pas qu'il soit pris en VO dans les salles. Lux peut-être non pour cet été. Peut-être. Bon, il sera peut-être repris. Avant qu'on écoute notre morceau de Bruno Coulet, je ferai juste 30 secondes très rapides sur le Godzilla. 30 secondes. Hein. Non, je vais pas faire le pitch, je vais pas faire le résumé. Je dois juste dire que le film de, je crois que c'était Roland Emmerich qui avait fait en 98 quelque chose comme ça, le Godzilla avec un Jean Reno qui était je parle même pas. Mais qui en fait qui était totalement il prenait le terme du monstre ou du moins la thématique du monstre et le nom de Godzilla et ça avait strictement rien à voir avec le Godzilla qu'on connaît. Là enfin on retrouve en fait un vrai film de Godzilla qui rend vraiment hommage aux kaiju en fait qui sont les films de monstres japonais avec un Godzilla qui ressemble à un vrai Godzilla qui se tape d'autres trucs. Bon, on racontera pas l'histoire. Je regrette juste, je pense que c'est un peu la particularité des Américains, c'est qu'ils sont obligés un petit peu de personnifié ou personnalisé, donc il y a des humains, donc il y a Aaron Johnson justement qui joue dans Kick-Ass entre autres, qui en fait qui est dedans en fait et qui prend un peu la place, c'est un peu le spectateur qui suit un peu les événements, donc c'est peut-être un petit peu l'élément parasite. Bon, on est quand même dans un gros blockbuster où on voit des monstres qui se tapent dessus, mais voilà enfin des gens, des réalisateurs qui ont vraiment compris en fait, qui reprennent et qui ont vraiment compris les films de monstres, et là en l'occurrence ne serait-ce que pour les séquences où les monstres se tapent dessus. C'est plutôt jouissif à voir. Et elle approche un peu à la Cloverfield. Non, c'est pas caméra à l'épaule. Ah non, c'est vraiment c'est vraiment du grand écran. Et pour ceux qui connaissent la série, la saga des Godzilla, avec Godzilla contre Mothra et ce genre de trucs, et voilà. C'est dedans et c'est plutôt pas mal. Et, je vais pas trop révéler. Et donc encore une fois, voilà, ça fait plaisir d'avoir des Américains qui quelquefois en fait reprennent et régurgitent très mal en fait des cultures en fait ou des trucs qui leur sont pas propres. Là, c'est vraiment des gens qui ont vraiment capté le truc et ça fait vraiment plaisir. Il fait bien ses 60 ans, il fait bien son âge.
Tu parles de Godzilla. Ah oui, bah tu sais, il a vraiment la peau fripée et un peu voilà, non mais t'inquiète pas. Et en plus, il ressemble vraiment à Godzilla. C'est pas un gros lézard géant. C'est le peu que j'ai vu, monstre. c'est vrai que ça a l'air d'être assez impressionnant. Oui, puis oui, non mais il y a vraiment ce côté un peu angoissant et c'est bien en plus parce que justement, il ménage un peu le côté en fait angoissant et à un certain moment le côté un peu blockbuster des trucs qui se tapent dessus et vraiment le côté jouissif des films de Godzilla justement. Et ce qui est drôle aussi, c'est que bah comme dans la saga des films japonais, les humains sont là et ils subissent. Et ça, c'est plutôt drôle. Donc voilà, donc à voir aussi. Gareth Edwards, il avait réalisé Monster. Ouais, voilà. Ah d'accord. Et qui paraît qu'il était très bien Monster. Monster, le film. Un film Monster avec. Non, Monster, un autre, il s'appelle du même nom, mais non, parce que là, c'est avec un film de monstre également, mais plutôt psychologique. Oui, Monsters. Oui, il a fait ça. Je regarde juste. Oui, c'est vrai, il y a Monster. Oui, non, mais voilà, on était plus dans le thème, c'est pour ça, je dis tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, bah, à voir dans toutes les crèmeries, juste pour le plaisir de voir des grosses bébêtes géantes et qui est pas trop mal faite pour une fois. On va s'écouter un autre morceau.